Coucou, bonsoir tout le monde, bonsoir. Coucou, bonsoir manager. Bonsoir, on va aller très vite. Bonsoir. Bonsoir. C'est dans ma lumière là. J'essaie de voir. Bonsoir. Partagez le direct, partagez. Manager, s'il te plaît, essaie de me partager ça sur ma page officielle, ma page officielle, parce que j'ai dû oublier de reposter. Manager, qu'est-ce que tu me proposes? Je coupe, je relance, je propose les deux pages ou tu le fais? Je trouve que l'image est un peu sombre là. Manager, qu'est-ce que tu me proposes? Je coupe, je relance, je propose les deux pages ou tu le fais? Qu'est-ce que tu me proposes? Ok, bon, ok. Voilà, nous sommes dans le cadre de la minute de la canne. Voilà, donc partagez le direct, on ne va pas me mettre long, voilà. Donc, j'espère que notre consultant maison est déjà là. Je ne le vois pas encore. Voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir. Ça y est. Notre consultant maison est déjà là. Je n'ai pas trop de lumière, voilà. Nous sommes dans le cadre, évidemment, de la clôture. Dans le cadre de l'émission de la minute de la canne. Voilà. Donc, voilà. Merci manager. Merci. Donc, du coup, ce soir, nous allons devoir clôturer cette émission en beauté. Une émission qui a été dédiée spécialement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Une grande émission qui a pris de l'ampleur. Je remercie ici tous les followers qui m'ont soutenu dans ce projet, dans ce beau projet, hein, excusez-moi, dans ce magnifique projet. Sans vous, je n'y arriverai pas. Je remercie également mon consultant maison, le Zigli, le sage, ce monsieur au triple casquette qui a donné de son temps, de son énergie, de son expertise dans ce beau concept qui n'était qu'autre que la minute de la canne. Je pense que mon consultant maison est déjà là. Je vais essayer de lui envoyer une invitation. Ah non, je sais pas. Est-ce qu'il peut m'envoyer une invitation? Mon cher consultant maison, est-ce que vous pouvez m'envoyer une invitation? Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas le... Oh là là. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas l'invitation. La partie invitation, je ne sais pas, elle est un peu... Ah, ça y est. Mon cher consultant maison, je ne vois pas, votre caméra n'est pas ouverte, je ne vous vois pas. Je vous vois connecté, mais je n'arrive pas à vous prendre. Je ne vous vois pas. En fait, quand je clique, je ne vois pas, je ne vous vois pas. Je vois d'autres personnes connectées. Je vous vois connecté face à ma caméra, mais votre caméra n'apparaît pas pour vous inviter. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une demande d'invitation, s'il vous plaît? Donc, partagez le direct.
Je disais tantôt, je suis très très contente. Je suis très contente parce que vous savez, c'est difficile de gérer un blog, surtout quand vous n'êtes pas clasheuse. Franchement, quand vous êtes créatrice des concepts, c'est très très compliqué. Mais les followers ont élevé le niveau. Aujourd'hui, attendez, excusez-moi, je règle une petite lumière. J'aime pas trop quand la lumière est trop forte. Je fais un petit réglage, excusez-moi. Donc, partagez. Je suis très heureuse. Je suis contente. Ma joie est immense ce soir parce que être créatrice des concepts, c'est pas du tout facile. Quand vous n'êtes pas dans les clashs, c'est pas facile de captiver l'attention des followers. Mais, comme on dit, la patience paye. J'ai eu une... Ah, ça y est, je vois je vois... Ça y est, notre cher consultant vient de vous envoyer une invitation. Acceptez, s'il vous plaît, je viens de vous l'envoyer. J'ai été très surprise d'avoir au jour d'aujourd'hui, je vous l'annonce officiellement. Bonsoir, cher consultant maison. Tamianga. Bonsoir, Mich. Juste 2 minutes. J'ai une grosse urgence au téléphone. Tu peux continuer, je reviens vers toi. D'accord. Toutes mes excuses, c'est très urgent. D'accord, merci. Allô? Voilà, le est déjà parmi nous, notre consultant maison est déjà parmi nous, comme je vous le disais tantôt. Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse par rapport à ce que vous faites pour moi et pour ma page. Merci infiniment au soutien que vous apportez à tous mes concepts. Je remercie à l'occurrence, je vais être très sincère parce qu'il faut remettre à César ce qui est à César. Je remercie d'abord toute l'Afrique qui regarde mes émissions. Je remercie, autant pour moi en particulier, vraiment, excusez-moi, il faut remettre à César ce qui est à César. Je remercie à l'occurrence la communauté camerounaise, cette forte communauté, qui, quand elle est avec vous, elle vous accompagne vraiment. Vous savez, chacun a son terrain. Je suis d'origine camerounaise, mais comme vous pouvez le constater, l'Afrique centrale, Gabon, Cameroun, c'est la même chose. Nous sommes unis. Et vraiment, je remercie la forte communauté camerounaise. Il faut être honnête. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Et j'exhorte d'autres communautés à être exactement comme la communauté camerounaise. Merci également à la communauté gabonaise aussi qui me soutient. La communauté gabonaise qui ne cesse de m'envoyer des messages inbox pour me féliciter de la manière dont je représente le Gabon, pas dans le sens négatif, mais en créant des contenus. Je remercie également ma corporation, la corporation journalistique, qui doit être fière de moi depuis le Gabon, qui, à chaque fois qu'elle se connecte, voit que je crée du contenu. Vraiment, chère communauté camerounaise, merci. Merci à ma corporation. Merci également à la corporation journalistique camerounaise qui me soutient aussi. La communauté ivoirienne me soutient également, mais il faut être honnête, la communauté camerounaise propulse cette page au firmament. Alors, j'ai une très bonne nouvelle que j'ai apprise ce soir, avant de commencer ce direct, avant de rentrer de plein pied dans mon émission. Mon community management m'a fait savoir que ma page YouTube est en train de connaître un franc succès. Au jour d'aujourd'hui, je suis à plus de 3000 abonnés. 3000 abonnés. C'est pas du tout négligeable. Oui.
Parce qu'il y en a qui n'ont même pas 100 abonnés sur une page YouTube. Toutes les communautés africaines vont liker, vont partager, s'abonnent abondamment, massivement sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment. C'était un parcours de combattant. Oui, quand on a choisi une ligne éditoriale, il faut la respecter. Il ne faut pas se laisser distraire. Il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des tentations. J'exhorte à toutes ces personnes-là qui sont sur les réseaux sociaux comme moi, qui ont une ligne éditoriale à respecter, de continuer de respecter leur ligne éditoriale. La patience paye. Si vous avez choisi d'exploiter les réseaux sociaux, par exemple, dans le cadre de l'art culinaire, exploitez son couloir de l'art culinaire. Si vous avez décidé d'exploiter dans le cadre de la santé, faites-le. Chacun doit respecter son couloir. Respectez vos lignes éditoriales. Parce que chaque personne a son audience. Chaque personne a sa qualité d'audience. Il y a les audiences des responsables. Il y a des personnes qui aiment des pages qui créent des contenus. Il y a des personnes qui veulent se cultiver. Il y a des personnes qui aiment les débats. Il y a des personnes qui aiment aussi la distraction. À chacun son public. Les réseaux sociaux sont grands. Oui, chacun peut créer son contenu. Et moi, je suis fière de moi aujourd'hui pour mon petit bout de chemin. Parce que quand mon communauté management, mon community autant pour moi management m'a appris cet après-midi que ma page YouTube est en train de connaître un franc succès, que ça monte en puissance. Au jour d'aujourd'hui, je suis à plus de 3000 abonnés. Alors là, franchement, chapeau. Chapeau. Et je remercie, comme je le disais tantôt, il faut remettre à César, à un moment donné, il faut être sincère. La communauté camerounaise propulse beaucoup ma page. Oui, comme je vous le disais tantôt, la semaine dernière, ma page, mes pages officielles, parce que j'ai 2 pages officielles. J'ai une page titulaire qui a plus de 23 000 abonnés, mais qui va monter en puissance tous ces jours-ci. Alors, cette page va être transformée en web. Ça va devenir une page web. Oui. Il faut progresser, il faut avancer. Tout le monde sur les réseaux sociaux a vu mon parcours. Alors, si demain, ma page connaît un franc succès, si demain, mes pages prennent une autre tournure, je pense que chacun pourra venir témoigner ici de ma patience, de mon travail. Il y en a qui perdent confiance, qui payent, ils achètent les vues, ils achètent les abonnés. Mais les miens, j'ai des abonnés virtuels, des vrais abonnés. Ce ne sont pas des abonnés achetés. Ce sont des personnes qui m'aiment. Ce sont des personnes qui m'encouragent dans ce que je fais. Ce soir, je vais remercier Monsieur Bienton. J'ai parlé de la communauté camerounaise parce que ne nous leurrons pas, la communauté camerounaise m'encourage beaucoup. Que ce soit dans le cadre des consultants, que ce soit la corporation journalistique, que ce soit des personnes comme notre consultant, commissaire Zogo, qui est normalement un consultant politique, mais aujourd'hui qui porte une double casquette, lui aussi contribue à sa manière à propulser ma page. Laissez-moi vous dire que je respecte la communauté camerounaise, je m'incline, parce que cette communauté, certes, a ses lacunes comme toutes les autres communautés, mais a une vertu. C'est que quand elle t'aide, elle te propulse. Quand la communauté décide de te soutenir, elle va de l'avant. Donc vraiment, merci. La communauté ivoirienne aussi m'a soutenu. Toutes les communautés me soutiennent. J'en suis reconnaissante. Mais franchement, la communauté camerounaise a battu le record. Et je tiens à vous remercier sincèrement. Merci du fond de mon cœur. Je remercie ici, je vais citer les noms. Je remercie le journaliste d'investigation, Monsieur Bienton, lui, qui est déjà venu me soutenir sur ma page officielle
avec qui j'ai partagé la tribune à plusieurs reprises. Je remercie ici VP de Londres. VP de Londres qui est venu à plusieurs reprises sur ma page et qui a contribué à sa manière à ce que cette page soit propulsée. Je remercie également, ils sont nombreux. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'émission, je parlerai. Le Dieu de des 100 ans a contribué à apporter sa pierre à l'édifice. Je cite les noms. Oui, parce qu'il faut être reconnaissant. Toutes ces personnes-là ont contribué à leur manière. Aujourd'hui, on a toute une émission, la minute de la Cannes. Je me suis fait accompagner par un grand, un sage. Oui, le Zigli. Ce homme qui est respecté, un homme sage, qui draine des foules, qui draine une communauté, qui n'a pas regardé que ma chaîne n'est pas, que ma page officielle n'est pas une page web, mais qui est venu soutenir sa jeune sœur, qui a dit, peu importe, je suis là. Il a tenu depuis le 13 janvier, lors de l'ouverture officielle de la Cannes, jusqu'à la fin de cette Cannes, il est resté consultant de bout en bout. Monsieur, vraiment, je suis plein d'émotions. Merci encore, mon frère. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour vous remercier officiellement. Il n'y a pas plus que je puisse dire. Et que aujourd'hui, devant tout témoin, je dis, je m'incline et je vous dis encore merci. Parce que ce n'est pas facile. Il y a plusieurs directs, il y a des grands influenceurs. Mais vous êtes venus apporter votre modeste contribution. Vous avez soutenu ce concept jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est le dernier virage. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Encore une fois de plus, merci à toute la communauté camerounaise. Fleur de Lille est venue soutenir cette page. Fleur de Lille a partagé mes directs. Il faut être sincère, je cite les noms. Alors qu'elle me connaissait très peu, elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette jeune sœur, cette jeune journaliste camerounaise? C'est même elle qui allait me défendre quelque part, où les gens pensaient peut-être que c'était une usurpation de titre, ou alors que je racontais ma vie, c'est elle qui a dit, mais non, j'ai venu d'enquête. Elle est vraiment journaliste, cette dame. Et elle a partagé mes directs. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je suis très bien intégrée au sein de la communauté camerounaise par la contribution des blogueurs camerounais. Je remercie la Lionne officielle, cette jeune sœur qui, elle aussi, à sa manière, il faut remercier, il faut être reconnaissante. Même si c'est une journée, il faut remercier. La Lionne a partagé. À chaque fois que la Lionne est arrivée sur ce direct, la Lionne officielle a partagé. Grand frère, excusez-moi, nous allons rentrer de plein pied dans l'émission, mais je tenais à être, parce que la reconnaissance en est une chose. Même une personne qui vous a donné un verre d'eau ou un bonbon, il faut être reconnaissant. Je remercie Ducaber aussi à sa manière qui est venu contribuer. Mais vraiment, je ne peux pas compter combien de fois Ducaber est venu me soutenir ici. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais vous pourrez écrire et je vais m'en souvenir. C'est pour vous dire que aujourd'hui, l'honneur est à la communauté camerounaise. Les Camerounais sont venus élever ma page et propulser ma page comme cela se devait. Merci encore. Merci infiniment. Place maintenant à la minute de la Cannes. Bonsoir, monsieur le consultant. Oui, bonsoir Michel et merci donc pour cette dernière émission dans le cadre, n'est-ce pas, de ce concept que tu as lancé, la minute de la Cannes. Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de tous qui nous font confiance pour le retard accusé. L'émission était annoncée pour 20 heures. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu être là à l'heure. Toutes mes excuses. Vous savez, je suis un homme multidimensionnel. Je gère beaucoup de casquettes et j'étais en ligne pour gérer une urgence, notamment le cas du jeune frère et journaliste Bruno Bidjang, qui est toujours arrêté et gardé à vue pour des délits d'opinion. Voilà. Ce n'est pas l'objet de notre émission d'aujourd'hui.
C'était juste une parenthèse. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, nous allons donc faire un récapitulatif, une rétrospective, un bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations qui vient de connaître le sacre, n'est-ce pas, du pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui a remporté haut la main, si je ne me trompe, cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Michel, et que la fête commence. Ils ont fait leur fête à Abidjan. Nous faisons aussi la nôtre de manière virtuelle. Exactement. Et pour ce faire, je tiens à préciser que par rapport à la dernière information qui vient d'être donnée, nous allons ouvrir un dossier spécial dans les jours à venir dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité afin de remettre sur table, je dirais, le dossier spécial Cameroun. Parce qu'il n'y a pas de ce problème de monsieur, du journaliste d'ailleurs, qui est de notre corporation, qui appartient à notre corporation Boulobidjan, mais il y a un véritable, un dossier lourd sur le Cameroun. Nous y reviendrons. Pour ce soir, nous sommes dans le cadre de la minute de la CAN. Nous sommes arrivés au terme, c'est le dernier numéro, nous sommes arrivés au terme de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc le dernier numéro. Et sans plus tarder, nous allons rentrer de plein pied dans cette émission. Par contre, je tenais également à remercier tous les followers, tous mes followers qui abattent un travail dans l'ombre. Mes followers qui ne cessent d'aller s'abonner à ma page YouTube. C'est du jamais vu. Voir une personne qui part de zéro à héros, je pense que je suis à l'image de la Côte d'Ivoire ce soir, parce que la Côte d'Ivoire, qui aurait cru que la Côte d'Ivoire devait y arriver? Bonsoir tout le monde. Débuté le 13 janvier dernier, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est achevée le 11 février, a vu miraculeusement, la Côte d'Ivoire remporter le 3e sacre face au Nigeria sur un score de 2-1. C'est ça. Franchement, on n'avait pas vu la Côte d'Ivoire arriver. L'on aurait cru que c'était le phénix qui renaissait de ses cendres. Alors sur ce, je vais donner la parole à notre consultant maison. Comment a-t-il vécu cette phase finale? À vous la parole, monsieur le consultant. Oui, cette phase finale, véritablement, ça a été la Coupe d'Afrique, une édition où tout était possible. Voilà, c'est comme ça que nous allons intituler notre émission bilan. La Coupe d'Afrique était un symbole d'une édition où tout était possible. Nous avons d'abord assisté à une surprise lors de la phase des poules avec le retournement des situations, Michel. Lors des matchs, on a vu une Côte d'Ivoire presque éliminée à la phase des poules. Et cette Côte d'Ivoire qui revient de loin, qui est presque repêchée, elle est repêchée. La Côte d'Ivoire va donc monter en puissance, comme tu aimes le dire. En 52 matchs, les amoureux du ballon auront vécu des émotions assez fortes avec des retournements de situation. La Côte d'Ivoire au bord de l'élimination, la Côte d'Ivoire qui va pouvoir attendre, n'est-ce pas, une qualification presque miraculeuse à la suite, n'est-ce pas, on a pu retenir les 6 meilleurs troisièmes de chaque poule et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire se qualifiera in extremis et cette Côte d'Ivoire va donc monter en puissance, comme on aime le dire. Un éléphant ne meurt jamais. Personne ne donnait donc cher de la peau des éléphants face, n'est-ce pas, à la Guinée équatoriale, qui auront subi une lourde défaite de 4-0. C'était le dernier match de la phase des poules. La Côte d'Ivoire était KO, à genoux, presque domptée et vaincue. Mais cette Côte d'Ivoire sera repêchée et la Côte d'Ivoire va monter en puissance jusqu'à ce sacre final. Et d'ailleurs, les observateurs avertis du ballon rond du foot parlent du miracle ivoirien. Peut-être nous y reviendrons dessus. À quoi est dû ce miracle ivoirien, Michel? Je te l'expliquerai plus tard. Alors, hormis donc le miracle ivoirien, nous avons assisté à beaucoup de surprises lors de cette CAN où véritablement les cadors ou les grandes nations ont été mises en échec. Nous pensons ici à l'Algérie, au Ghana et probablement à l'Égypte, contre toute attente, qui sont sortis lors de la phase des poules. Et nous avons également la montée en puissance
des petites nations, notamment le Cap-Vert, l'Angola et je crois la Guinée-Bissau, qui se sont révélées véritablement comme étant des nations montantes en matière de football. Et au final, nous n'avons pas les deux super favoris qui eux aussi vont sortir lors de la phase des huitièmes de finale, à savoir le Grand Maroc et bien évidemment le Sénégal de Sadio Mané. Nous nous retrouvons, Mané autant pour moi, nous nous retrouvons donc avec non pas les super favoris, mais des favoris tels la Côte d'Ivoire et le Nigeria en finale. Peut-être il faut vous donner le rang de ces nations dans le classement FIFA. Ce sont les nations qui occupent véritablement, Michel, le milieu du classement, dans le classement FIFA, qui se retrouvent en finale. Tenez, le Nigeria est la 42e nation dans le classement FIFA et la Côte d'Ivoire, la 49e nation. Et au plus bas, on va retrouver la 3e nation qui est l'Afrique du Sud, qui est 66e nation dans le classement FIFA. Alors, c'est une preuve s'il en était besoin. Et la République démocratique du Congo, 67e nation. Alors, en tête donc des nations, nous avons le 13e dans le classement FIFA, le Maroc, éliminé. Le Sénégal, 20e dans le classement FIFA, éliminé. La Tunisie, 28e, éliminé également. L'Égypte, 33e, éliminé. L'Algérie, 30e, éliminé. Et bien évidemment, mon Cameroun natal, 46e nation dans le classement FIFA, éliminé. Alors, pour me résumer, Michel, c'est la Coupe d'Afrique des surprises. On ne s'attendait pas à voir les éléphants à ce stade de la compétition, les éléphants qui étaient presque éliminés, qui avaient été mis KO par la Guinée équatoriale par un score lourd et sévère de 4-0, qui ont donc pu renaître de leurs cendres pour se transcender. Et je pense que le fait que la Côte d'Ivoire ait joué à domicile a été aussi très déterminant et la réaction, n'est-ce pas, du grand public ivoirien qui s'est énervé et les joueurs se sont sentis en danger, ont donné le meilleur d'eux-mêmes et aujourd'hui nous avons donc ce sacre. Donc la première leçon, c'est la surprise de la Côte d'Ivoire qui revient de loin. La deuxième leçon, c'est l'élimination des super favoris dès le premier tour, notamment l'Algérie, qui n'a pas su briser le signe indien en sortant, et c'est la deuxième fois où l'Algérie de Belmadi sort de la phase des poules, le Ghana et l'Égypte. Et lorsqu'on avance dans la compétition, les deux super favoris vont également laisser des plumes, le Maroc et, si je ne me trompe, le Sénégal et même le Cameroun. On se retrouvera donc en finale avec des nations qu'on n'avait presque pas vues. Peut-être le Nigeria n'était pas un super favori, mais c'était un favori. Et puis, bien évidemment, des surprises en termes, n'est-ce pas, de talent. Lorsqu'on découvre le meilleur jeune gardien, qui est William, le gardien sud-africain, le meilleur jeune joueur, qui est l'Ivoirien Adingra, et bien évidemment, Michel, que de surprises, le coach, le sélectionneur ivoirien, et Mercé Faye. Et Mercé Faye qui n'était pas le sélectionneur titulaire, qui a eu une promotion subite et qui se retrouve propulsé et gagne cette finale. Peut-être j'aurai l'occasion de vous parler des primes, des récompenses qu'auront touché les différentes équipes finalistes et même la prime spéciale offerte aux éléphants de Côte d'Ivoire par le président Dramane Alassane Ouattara qui, derrière cette canne, récolte, avec ta permission, Michel, un gros gain politique. Comme tu le sais, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est pour l'année prochaine et il y a des spéculations autour de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara qui va probablement sortir et capitaliser sur cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire parce que pour nous, le grand gagnant, c'est Dramane Alassane Ouattara. C'est peut-être le peuple ivoirien, mais c'est plus Dramane Alassane Ouattara qui, véritablement, ne devrait plus se présenter, mais l'hypothèse d'une candidature de Dramane Alassane Ouattara a refait surface avec, n'est-ce pas, ce sacre des éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on a vu un président Ouattara carrément en larmes sur la pelouse. Exactement, le jeune Haller, effectivement, on a vu le président Alassane Ouattara, son Excellence, très ému lors de cette finale, devant son fils, le jeune Haller. Haller qui sort de très loin, qui est
je vais dire, l'image même, d'accord, de la victoire de la Côte d'Ivoire. Parce que, alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, ce dernier sort de très loin. Ce jeune buteur sortait d'un cancer. Il a été frappé, il a été détecté un cancer de testicule, je crois, de ce dernier. Il en a souffert pendant plusieurs mois. Il est Absolument, loin, absolument, il est Michel. resté loin. Sébastien, à l'heure, Il est ce joueur de 28 ans. effectivement pendant un certain temps. Alors, ce dernier, lorsqu'il est revenu, a décidé de prendre la nationalité ivoirienne pour venir défendre les couleurs de son pays. Et quand il est arrivé à Hué, il a offert la victoire, je vais dire, la Coupe d'Afrique à son pays. Vous avez vu la première prestation qu'il a faite, il donnait déjà le signal fort. Il est arrivé avec toute la fougue, avec toute la détermination de faire quelque chose à la CAN. On a vu le but qu'il a raté lors de la finale. C'était un ciseau. Il a voulu marquer d'un ciseau. Malheureusement, ça a traversé. Le ballon a tapé la barre transversale. Et la deuxième fois, eh ben, le but a été bel et bien marqué. D'accord, le ballon est allé au fond de la lucarne, malheureusement, du camp adverse. Il faut dire aussi que ce jeune vient de donner un enseignement parce que je vais vous demander quel est l'enseignement, quel enseignement tiré effectivement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je vais parler de ce jeune. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien n'est impossible à Dieu. Ce jeune a pleuré, il a fondu en larmes. Il y a également Basile Boli qui, en pleine interview, cet ancien international footballeur, oui, français, Basile Boli, qui a interviewé, je crois qu'il est d'origine togolaise, Basile Boli, qui a interviewé à l'heure et qui a fondu en larmes. L'émotion était grande. L'émotion était grande. Donc, il faut dire que la Côte d'Ivoire sort de très loin. La Côte d'Ivoire vient d'écrire en or, je vais dire en lettres, comment on le dit, en lettres d'or, son nom dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme quoi, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, eh bien oui, de l'humiliation à la gloire, la Côte d'Ivoire qui pourtant était partie sur un calcul, on a fait plusieurs calculs pour ramener la Côte d'Ivoire, ce dernier qui est revenu avec toute la détermination à donc renverser la donne et à démontrer que quand on veut, on peut. Alors, pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, je vous informe que nous sommes dans le cadre de la minute de la CAN, un concept qui a été initié uniquement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, nous sommes en train de faire le bilan et voir quels enseignements tirer de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il faut dire que la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire est devenue champion d'Afrique devant un public qui était aussi, comme on le dit, au 12e monde, qui était là pour booster, galvaniser son équipe. Qui aurait cru, qui aurait pu miser, qui aurait pu prédire au soir de la fin de la phase de poule que la Côte d'Ivoire allait remporter ce sacre, la Coupe d'Afrique 2024. Je pense que sans doute pas grand monde. Et il faut dire que tant que les éléphants sont passés proches de l'élimination, parce qu'il faut le dire, hein, qu'ils sont passés proches de l'élimination lors du début de la compétition, malheureusement, les dés ont été jetés. La Côte d'Ivoire a surpris tout le monde. Oui, malgré le parcours tumultueux, la Côte d'Ivoire s'est relevée et la Côte d'Ivoire a remporté ce troisième sacre, parce qu'il faut dire que le dernier sacre a été remporté en 2015. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, cher consultant, que l'apprenti sorcier, finalement, la personne qui détenait le secret, l'apprenti sorcier après Hervé Renard, parce qu'il faut le préciser, c'est Hervé Renard qui avait donné le dernier sacre, qui a emmené la Côte d'Ivoire à remporter le tout dernier sacre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on peut compter sur les sélectionneurs africains aussi, à l'exemple de Faye?
Oui, tout à l'heure, Michel, tu venais de parler, n'est-ce pas, de ce joueur miraculé de 29 ans, Sébastien Haller, qui véritablement est un symbole parce que, faut-il le rappeler, Sébastien Haller sort d'une blessure. On lui avait diagnostiqué un cancer de la prostate en 2022 lorsqu'il rentre dans le Borussia Dortmund et il a suivi 6 mois de chimiothérapie très intense pour ce cancer de la prostate. C'est un véritable miraculé. Et toi, Jardon, semble incarner ces miracles ivoiriens parce que désormais, on parle de miracles ivoiriens ou de contes de fées ou plutôt de la science-fiction. 3 matchs à élimination directe, Michel, après avoir été mené tout le temps au score, la Côte d'Ivoire est revenue lors de la phase des éliminatoires directs. La Côte d'Ivoire qui a attendu, n'est-ce pas, les hypothèses des 6 meilleurs troisièmes pour se qualifier, et la Côte d'Ivoire qui va connaître un nouvel entraîneur avec ces différents facteurs-là. La Côte d'Ivoire véritablement revenait de loin. Et lorsqu'on va parler de l'entraîneur de 40 ans, Emerson Faye, c'est également un miraculé parce que dans l'histoire d'Emerson Faye, il a interrompu précocement et brutalement sa carrière lui-même aussi à la suite d'une maladie. C'était un très grand joueur de foot qui revient de très loin. Il aurait pu, n'est-ce pas, marquer son nom en lettres d'or dans l'histoire du foot. Et pour répondre précisément à ta question, nous constatons que les nations qui ont gagné les 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique, en dehors véritablement de 2017 avec le Cameroun, le Sénégal l'a gagné avec un entraîneur local. Voilà la Côte d'Ivoire qui remporte également la Coupe d'Afrique avec un entraîneur local. On a vu l'Algérie un peu avant avec Belmadi également qui a remporté sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc, les 3 derniers gagnants des 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique l'ont été faites avec des entraîneurs locaux. Alors, cela remet au goût du jour la problématique, n'est-ce pas, des entraîneurs locaux qui font le job et qui font l'affaire. Tel que je viens de te donner les statistiques, les 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations gagnées par le Sénégal, l'Algérie et maintenant la Côte d'Ivoire avec des entraîneurs locaux. Je pense qu'il va falloir réfléchir par 2-3 fois pour les fédérations africaines en matière de choix et de sélection des entraîneurs ou des coachs managers. Pour moi, je pense qu'il y a une proximité avec les entraîneurs locaux qui connaissent mieux, n'est-ce pas, les réalités du football et les joueurs, et culturellement, ils sont plus proches. C'est vrai, tu me diras, la dernière Coupe d'Afrique du Cameroun l'a été faite avec un expatrié, je crois, Hugo Bros. Mais l'exception ne fait pas la règle. La tendance, dans les prochaines années, sera véritablement vers les choix des entraîneurs locaux. Et je pense que la plupart des grandes nations actuellement sont confrontées à cette problématique, notamment le Cameroun, avec la question du maintien ou non de son sélectionneur Rigobert Song, qui, faut-il le rappeler, est un entraîneur local. Le débat se pose. Est-ce qu'il va falloir recourir à un entraîneur expatrié, plus charismatique et ayant plus de personnalité et de points, ou alors il va falloir trouver un entraîneur local? Et la liste, je t'ai donné des prétendants à ce poste, notamment les Achille Webo, les Patrick Mboma, les Meyonze et plein d'autres Camerounais qui sont susceptibles de pouvoir prendre la place de Rigobert Song. Oui, la question des entraîneurs locaux véritablement se pose. Et d'ailleurs, les entraîneurs locaux se présentent désormais comme des sauveurs, des hommes de la situation, des hommes qu'il faut pour pouvoir faire l'affaire lors des Coupes d'Afrique des Nations. C'est une réelle question, c'est une vraie question, c'est une vraie préoccupation, Michel. Alors, il faut dire qu'il y a eu plusieurs enseignements qui ont été tirés lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vais donner la parole tout à l'heure au consultant maison pour qu'il puisse, lui, nous dire quels sont les enseignements qu'il a pu tirer de cette compétition de haut niveau. Moi, personnellement, j'ai tiré 2 enseignements. Le premier enseignement que j'ai tiré est celui-là où il n'est pas
forcément dit que le meilleur est à l'extérieur. Nous avons, à travers cette compétition, l'Afrique vient de démontrer, ou alors la tournure des événements vient de démontrer que l'Afrique regorge des véritables sélectionneurs locaux. On n'est pas obligé d'aller chercher à l'extérieur. Exploitons nos sélectionneurs qui ont de l'expertise, qui ont fait un tour aussi à l'étranger. La preuve, aujourd'hui, le sélectionneur Faye vient de démontrer qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher loin. À travers les résultats, c'était l'Ivoirien qui a fait remporter le sacre à ses jeunes frères ivoiriens. Aujourd'hui, il faut dire que le football n'est pas seulement du jeu, mais il y a plein d'enjeux. Il y a l'enjeu politique, il y a l'enjeu économique, il y a plusieurs enjeux. Alors, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a même l'enjeu politique. Oui, parce que grâce à cette Coupe d'Afrique des Nations, les choses seront reconsidérées, la situation politique sera reconsidérée du côté de la Côte d'Ivoire. Je vais dire, c'est un atout de réconciliation entre, évidemment, ces personnalités politiques avec le peuple. Et c'est aussi un enjeu, excusez-moi, c'est aussi un enjeu, excusez-moi, j'ai des enfants. Excusez-moi, récupérez-le s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est bon. Alors, donc, je disais tantôt, désolé, sur les aléas du direct, je disais tantôt que, au jour d'aujourd'hui, c'est un facteur clé. Il y a, d'accord, les élections 2025 qui se préparent. C'était d'un pas, c'était d'un tout, au jour d'aujourd'hui, pour le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que le peuple estime qu'il a offert une Coupe d'Afrique des Nations pour eux. Alors, pourquoi pas le reconduire pour 2025? Ça peut être un enjeu politique. Ça lui permet, pour moi, c'est une passerelle pour lui de pouvoir briguer le 4e mandat. Donc, c'est pour dire que le football, c'est le seul jeu qui a plusieurs enjeux. Les enjeux économiques. Il y a eu comment dirais-je, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a des structures, il y a eu des infrastructures, voilà, qui ont été faites durant cette CAN. La Côte d'Ivoire a été construite. La Côte d'Ivoire a eu plein d'infrastructures qui seront exploitées à la longue. Il y aura des entrées économiques. Il y a même eu une grande entrée économique. Donc, il y a plusieurs facteurs. Je dis que la Côte d'Ivoire sort gagnante sur tous les plans. Donc, sur le plan économique, tant sur le plan politique, que même sur le plan sportif. Parce qu'évidemment, le match a été retransmis en direct, nous l'avons suivi ici en Europe. C'est aussi une voie pour les détecteurs, pour pouvoir détecter les meilleurs talents, pour pouvoir détecter les meilleurs joueurs. Donc, il y a plusieurs enjeux. Le deuxième enseignement que je tire, c'est que il ne faut pas négliger une équipe. Le ballon est rond pour tout le monde. Toutes les grandes équipes sont tombées les armes à la main dans cette compétition. Beaucoup sont partis, hein, je vais dire, avec le contrôle de mon consultant. Beaucoup sont en partie, s'il faut le dire, favoris, tels que le Cameroun, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Sénégal, champion d'Afrique, le détenteur du titre. Qui aurait cru? Pour moi, la grande finale, c'était même Côte d'Ivoire-Sénégal. Mais qui aurait cru que le Sénégal pouvait tomber, pouvait fléchir devant la Côte d'Ivoire? C'est pour dire que l'enseignement qu'il faut tirer, c'est qu'il n'y a pas de petite équipe. La compétition reste en elle-même une compétition. Il ne faut pas négliger même le plus petit adversaire. Et tant qu'on n'a pas donné le coup de sifflet final, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la compétition, tout est jouable. La preuve, la Côte d'Ivoire renaît de ses cendres et par la suite vient remporter son 3e sacre. Je vais donner la parole aussi à notre consultant Bézon pour faire son analyse et nous dire quels sont les enseignements qu'il a tirés effectivement de cette grande compétition. À vous la parole, cher consultant. Oui, merci beaucoup,
Michel, je partage totalement tes analyses et ta lecture, n'est-ce pas, des leçons que tu auras tirées de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en plus de cela, moi, je pourrais parler, ça va dans le même sens, de l'humilité. Voilà. Cette Coupe d'Afrique des Nations est une véritable leçon d'humilité parce que véritablement, on a vu des cadors, des très grandes nations de foot avec des grosses stars. On va revenir sur les chiffres. Systématiquement, les 5 derniers pays africains ayant participé à la dernière Coupe du Monde sont restés carrément sur le tapis parce qu'on considère que la Coupe du Monde, c'est le sacre, c'est carrément le pinacle en matière de compétition. On a vu le Grand Maroc arriver aux demi-finales. On a vu des nations comme le Cameroun et autres ayant participé à la dernière phase finale de la Coupe du Monde tomber. Donc, c'est une leçon d'humilité que la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition difficile où le niveau est très relevé, où il faut mettre de côté les statistiques, les stars, les performances, les clubs des joueurs. La belle preuve, c'est celle du Cameroun, Michel. Nous avons vu un gardien qui n'est pas titulaire en 2e division, je crois même en national, Fabrice Ondoa, qui joue en Nîmes, ici en France, en national, mettre carrément sur le banc de touche l'un des plus grands gardiens au monde, Andrew Onana, qui fait les meilleurs et les beaux jours de Manchester United. Nous avons vu le Grand Maroc de Hakimi se faire éliminer, n'est-ce pas, cette grande star du PSG. Donc, c'est une leçon d'humilité que le football n'est pas une science exacte, rien n'est acquis, tout est dynamique et rien n'est statique, comme tu le dis, de manière prosaïque. Le ballon est rond, la balle est ronde. Alors, le deuxième enseignement que je tire, c'est la capacité des pays africains à pouvoir organiser des événements de cette dimension. Et cela m'amène à réfléchir. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'un pays d'Afrique au sud du Sahara, ou tout au moins 2 ou 3 pays se mettent ensemble pour accueillir probablement une prochaine Coupe du Monde? Parce que l'Afrique a démontré, ce qu'on a vu d'abord au Cameroun, et puis en Côte d'Ivoire, et même au Gabon avant, en termes, n'est-ce pas, de structure, d'infrastructure et de capacité d'organisation. Mais je tire également un petit enseignement qui peut être péjoratif, à savoir le manque de fair play, Michel. Il faut le pointer aussi du doigt. Il faut pointer du doigt ce qui n'a pas marché, le manque de fair play, parce qu'il y a eu beaucoup de tensions avec l'attitude. Je vais régler juste une petite lumière. Allez-y, continuez. D'accord. Avec l'attitude et la posture, n'est-ce pas, du public ivoirien qui s'est montré assez chauvin, assez agressif, et il y a eu d'énormes incidents presque diplomatiques avec des pays comme le Mali, le Sénégal, dont les joueurs, les sélections nationales se sont fait escorter sans manière jusqu'à l'aéroport par le public ivoirien qui s'est montré inamical, très chauvin. Et pour moi, je crains beaucoup aussi pour l'accueil qui risque d'être réservé aux éléphants de Côte d'Ivoire, notamment au Maroc en 2025, parce que cela a été aussi pointé du doigt, l'attitude, le comportement du public ivoirien qui était très inamical, très agressif, un manque de fair play, parce que véritablement, le sport, c'est aussi le fair play, c'est une fête pour rassembler, c'est un loisir. Donc, les Ivoiriens ont agressé des pays contre lesquels ils étaient en compétition, ne se sont pas montrés amicaux et conviviaux. Et ça, il faut le pointer au-dessus du doigt pour l'améliorer. Et nous revenons au sempiternel problème, n'est-ce pas, de la billetterie qui a fait problème. Beaucoup de pays se sont plaints de ce que leurs publics n'ont pas eu accès aux billets. Et je pense que ces quelques petits détails doivent être réglés afin de donner un visage plus réduisant à l'Afrique. Mais nous n'allons que retenir le positif, les capacités des Africains à pouvoir organiser des événements d'une telle dimension avec des infrastructures dignes de ce nom
l'Afrique se place véritablement au niveau des grandes nations, des grandes puissances et démontre sa capacité à pouvoir peut-être, dans un proche avenir, je parle de l'Afrique au sud du Sahara, puisque l'Afrique du Sud avait déjà accueilli une Coupe du Monde, si je ne me trompe. Alors, on réfléchit si l'Afrique, après la prochaine Coupe du Monde qui sera en Amérique, ne posera pas sa candidature au regard de ce que nous avons observé au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et nous savons que d'autres pays comme le Maroc, l'Égypte et même l'Algérie ont assez d'infrastructures. Le dernier donc enseignement que moi je pourrais tirer de cette compétition, Michel, c'est la capacité à pouvoir rajeunir son équipe, la capacité à pouvoir assurer la relève. Nous avons vu des très jeunes joueurs, notamment le plus jeune joueur de cette compétition, le joueur qui a reçu le trophée du meilleur jeune joueur l'ivoirien à Dingra, qu'on a vu, âgé de 22 ans, un homme déterminant, décisif. La Côte d'Ivoire a pu faire la chimie entre les anciens et les nouveaux, et c'est ce qui a donné une équipe ultra compétitive, une équipe conquérante, combattante, qui a su aller décrocher le Saint Graal. Alors, c'est un signal fort qui est donné à d'autres nations de foot qui sont en reconstruction. Il faut préparer l'avenir, il faut assurer la relève, parce que la Coupe d'Afrique n'est plus cette petite compétition où on venait s'amuser, où on était super favori et on était convaincu qu'on va décrocher le Saint Graal. Tu l'as dit en entame, désormais, en venant dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, il faudrait y réfléchir par 3 fois et mettre de côté le complexe de supériorité. La Coupe d'Afrique des Nations se révèle comme étant un tournoi hautement compétitif où des cadors, des ténors de super favoris finissent par y laisser des plumes. Voilà donc de manière succincte les quelques leçons qu'on pourrait tirer de cette Coupe d'Afrique des surprises, de l'hospitalité, et aussi peut-être le public, Michel, le public qui doit pouvoir investir les stades, pour voir le match, pour voir les autres jouer, parce qu'on ne vient pas au stade seulement pour supporter le pays hôte. C'est une compétition, c'est une fête continentale, et nous les Africains, nous devons nous montrer à la hauteur en allant soutenir les autres pays que nous accueillons lors de la compétition. Voilà ce que j'ai pu dire de manière ramassée et de manière très succincte sur les grands enseignements et leçons que moi j'aurais tirés de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et moi, la dernière chose, j'ai oublié 2 points par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes toujours dans le cadre du bilan, effectivement, de cette CAN. Hein. Il faut dire que la CAF a eu un regard très pointu sur le déroulement de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Et il y a pas mal de choses qui ont pu ou qui ont failli porter préjudice à l'organisation, entacher même l'organisation de cette CAN. Hein. À l'occurrence, ces attaques qui ont eu lieu, je vais dire, ces différentes confrontations où on a vu, je crois que c'était le match, au risque de me tromper, le match du Congo. Mali et Côte d'Ivoire, Sénégal. Voilà, il y a eu beaucoup d'échauffements, il y a eu beaucoup de vraiment, franchement, des échauffourées, beaucoup de tensions. Voilà. Et je ne sais pas si c'est le match du Congo où un joueur a été agressé, poursuivi jusqu'à dans les vestiaires. Alors là, ça, franchement, ce sont des choses que la CAF ne laisse pas passer. D'ailleurs, avec ta permission, Michel, il y a des pays qui sont en train de protester. Notamment, on a vu une sortie de la Fédération congolaise de foot qui a décidé de se retirer de la compétition et de ne plus participer. Il y a des arbitres qui ont été suspectés de corruption, qui ont été sanctionnés. Il y a un arbitre gabonais qui fait partir de ce groupe qui a été sanctionné. Voilà, par rapport à cette affaire. Donc, je vais dire qu'il faut faire très attention, il faut faire extrêmement attention. Il faut éviter des tensions, des émeutes qui peuvent causer un incident diplomatique. Il s'agit de la CAF. La CAF ne rigole pas, la CAF censure
très, très sévèrement certains actes antisportifs. Donc, on apprend tous les jours. C'est la première fois que la Coupe d'Afrique se déroule du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire aurait tiré aussi des enseignements. La Côte d'Ivoire sait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. J'invite le président de la CAF à essayer effectivement de faire la rétrospective, hein, de faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont qui ont failli coûter cher ou qui ont même coûté cher à la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est déjà. Bonsoir, le Dieu de 100 ans. Le Dieu de 100 ans d'avance est dans ce direct. Merci beaucoup de ta présence, hein, dans mon direct, le Dieu de 100 ans. Comme je le disais tantôt, maintenant que vous êtes là, je vous remercie solennellement et en direct, hein, pour votre soutien à ma page officielle parce que vous avez participé à un débat, mais ce n'était pas dans le cadre de la minute de la CAN, mais plutôt dans un autre concept qu'est le mien, qui n'était contre que l'heure juste de vérité. Merci encore pour votre soutien à ma page officielle, hein, et comme je le disais tantôt, je remercie toute la communauté camerounaise qui a porté sa pierre à l'édifice, hein, qui a contribué à sa manière à ce que ma page soit propulsée, car d'ailleurs du côté de YouTube, nous sommes à plus de 3000 abonnés. Merci encore au Dieu donné 100 ans. Donc, pour revenir... Je profite aussi de l'occasion pour adresser mes salutations au jeune frère Dieu donné 100 ans qui est connecté là. C'est un petit frère que je respecte et j'estime beaucoup. Oui. D'accord, voilà. Monsieur le Dieu de 100 ans, le message est passé, hein, et puis voilà. Donc, pour revenir à cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'il va falloir, pour la prochaine fois, si jamais la Côte d'Ivoire reprenait l'organisation de cette Coupe d'Afrique, d'améliorer, voilà, certaines choses, hein, certains points. Michel, si tu permets, oui. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, ça nécessite des années. La dernière fois où la Côte d'Ivoire l'a organisée, je crois, c'était en 1984. Tu sais, il y a 54 nations. Il faut véritablement attendre une vingtaine, voire une trentaine d'années pour réorganiser une CAN parce qu'il faut accorder la chance au maximum de pays possibles. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, je félicite la Côte d'Ivoire, hein, en termes d'infrastructure, hein, qui a quand même, il faut dire, Abidjan a été très, très bien construit. Les gens en témoignent, hein, on l'a vécu, on a vu. Et aussi, je voudrais remercier et féliciter les blogueurs. Je demande également au président de la CAF, hein, pour la prochaine fois, d'apporter quand même une part belle aux blogueurs ivoiriens, parce que les blogueurs, ça je tenais à le dire, et j'insiste et persiste, les blogueurs ivoiriens ont été quand même en marge de cette CAN. Les blogueurs devaient être au cœur de la CAN. Moi, je dis, c'est très bien. Bravo à Apuchu National qui a été l'ambassadeur, hein, du dit événement. Bravo encore à Pouchou parce qu'il a mérité. Hein. C'est un gars qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui a tout fait, qui a fait ses preuves et qui a très bien animé la CAN. Il y a aussi, je crois, il y a la CAN de Paris, lui aussi qui était du côté de la Côte d'Ivoire, c'est très bien. Mais on aurait voulu voir beaucoup plus de blogueurs parce que c'est leur événement. On devait même envoyer, même un jet les récupérer. On devait les impliquer beaucoup plus. Mais je vois que tous les blogueurs ivoiriens n'ont pas été. Ils ont été un tout petit peu lésés. Mais quand même, ces blogueurs ont démontré leur amour pour leur nation, leur patrie pour la nation. Vraiment, ils ont démontré qu'ils aiment la patrie et chacun a essayé de relayer, d'animer sur sa page. Voilà, chacun avait son blog et chacun a fait du mieux qu'il pouvait. Bravo encore aux blogueurs ivoiriens qui ont fait preuve de fair play, hein, dans cette compétition et qui ont pensé à leur pays, la Côte d'Ivoire. Mais pour la prochaine fois, s'il vous plaît, Monsieur le Président du COCAN ivoirien, pensez à mettre les blogueurs ivoiriens au centre de cet événement. Parce que c'est leur événement, c'était à eux d'animer. Peut-être que les choses allaient, c'est vrai, la CAN était animée, mais peut-être que les choses allaient prendre une autre tournure. Voilà, par rapport justement à cette compétition de haut niveau. Mais franchement, c'est ce genre de point qu'il faut améliorer. Alors,
Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, hein, il s'agit tout simplement du concept de la minute de la CAN. La minute de la CAN qui a débuté depuis le 13 janvier et qui s'achève là ce soir. On avait comme consultant le commissaire Junior Zogo, l'homme au triple casquette. Alors, nous allons revenir un tout petit peu du côté du Cameroun et on va finir par là. Le président Samuel Eto'o Fils, président de la Fédération camerounaise de football, a déposé sa démission, qui a été, je vais dire, refusée du revers de la main par les instances voilà, camerounaises. Je voudrais savoir, commissaire Zogo, si vous avez du nouveau, où en sommes-nous par rapport à cette affaire? Alors, Eto'o a eu une attitude tout à fait responsable, même si en réalité certains parlent d'une théâtralisation et d'une mise en scène. Eto'o a tiré toutes les leçons de la participation mitigée des Lions indomptables du Cameroun à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en remettant la démission, n'est-ce pas, du bureau exécutif de l'Africa Foot au comité exécutif qui erga omnes silico presto subito a refusé cette démission. Pour nous, fins observateurs, et si cette attitude est sincère, nous pensons que M. Samuel Eto'o aura fait preuve de responsabilité. Alors, il y a une certaine opinion qui pense que c'était une mise en scène, une théâtralisation auprès, n'est-ce pas, d'un comité exécutif tout acquis à sa cause et constitué, n'est-ce pas, de godillots, ou tout au moins de fidèles et de soumis. Alors, moi, je ne dispose pas d'assez d'éléments pour pouvoir dire si oui ou non c'était de la théâtralisation et de la mise en scène. Mais il se trouve que l'affaire est en train de prendre d'autres proportions, Michel, parce que le chef de l'État camerounais, lors de son message et discours à l'occasion de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun, qui se célèbre le 11 février, et le chef de l'État sacrifie toujours à un rituel, à savoir la veille, le 10 février, il adresse un message à la jeunesse camerounaise. Le message donc adressé au chef de l'État du Cameroun, le 10 février 2024, à la jeunesse camerounaise, a été une sorte de réquisitoire assez sévère contre la Fédération camerounaise de football, où le président a annoncé véritablement, de manière implicite, la mise sur pied d'une commission d'enquête qui sera chargée, n'est-ce pas, de voir qu'est-ce qui a fait problème afin de permettre à la fédération de mieux fonctionner, de mieux être gérée et de mieux être organisée pour que véritablement les Lions indomptables du Cameroun retrouvent leur forme d'antan et puissent engranger des résultats. Donc, l'affaire se politise et le dossier se corse et se complique pour les fins observateurs parce que le président Biya est un taiseux qui parle peu, qui ne se mêle pas trop de certaines affaires. Et le président Biya en a fait, n'est-ce pas, l'un des points centraux et focaux de son message à la jeunesse camerounaise. Et nous pensons que véritablement, dans les prochains jours, ça risque d'être très tumultueux du côté de la Fédération camerounaise de football. Il y aura certainement l'ouverture d'une commission d'enquête. Et nous savons qu'au Cameroun, les choses ne se passent pas toujours de manière sereine. Il y a des règlements de compte. La tête de Samuel Eto'o est réclamée par beaucoup d'hommes politiques qui voient probablement en lui un probable candidat. Il ne l'a jamais dit, mais au regard de sa popularité, Eto'o peut être considéré comme la cible pour les hommes politiques. Mais lorsqu'on regarde aussi de manière sereine et lucide, nous l'avions décortiqué, analysé. Nous pensons que le président de la Fédération camerounaise de football, qui fait des choses formidables, devait revoir sa posture, son management et son implication au sein de l'équipe. Beaucoup estiment qu'il est omniprésent, omnipotent, il en fait un peu trop et il impose des choix, il imposerait, je n'ai pas de preuves, des choix aux sélectionneurs, il ne laisserait pas les mains libres aux sélectionneurs. Alors, nous allons laisser les experts pouvoir nous éclairer sur ce qui n'a pas bien marché. En un mot, nous pensons que
La Fédération camerounaise de football a besoin de Samuel Eto'o et Samuel Eto'o a aussi besoin de la Fédération camerounaise de football. Il faut juste trouver le meilleur et le bon équilibre pour permettre au président Samuel Eto'o de pouvoir se concentrer sur ce qu'il sait faire, à savoir mettre en place des projets susceptibles de sortir le football camerounais de ses fonds, des ténèbres tout au moins dans lesquelles il aura été plongé. Et nous avons vu, n'est-ce pas, les premiers résultats, tu l'as reconnu toi-même, des mesures implémentées par Samuel Eto'o. Maintenant, nous pensons que Samuel Eto'o gagnerait à se montrer discret, humble, effacé et à laisser chacun faire son travail et qu'il fasse le travail pour lequel il a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football. Donc voilà en l'état actuel des informations dont nous disposons sur le dossier de la Fédération camerounaise de football. Ça s'annonce assez chaud, assez tumultueux pour les prochains jours, oui. pour le grand champion Samuel Eto'o. À partir du moment où une commission a été mise en place, une commission chargée d'une enquête, je pense que tout va être remis à plat. Et s'il y a eu malversation, s'il y a eu des détournements, tout va... tout sera remis sur la table. Tout sera mis sur la table. Et ça va être très, très grave pour ces personnes-là qui ont peut-être trompé la main. Mais j'ai envie de dire aussi, je pose une question, voilà, je dis ce que les gens pensent, tout bas, je le dis tout haut. Est-ce que Samuel Eto'o ne serait pas aussi victime de son honnêteté et je vais dire, de son intention de vouloir recadrer, je vais dire, essayer de redresser les choses de la fédération. Parce que il faut dire que pour des personnes qui sont au centre des détournements, quand tu vois une personne vouloir peut-être les mettre à nu ou vouloir essayer de les démasquer, la personne devient l'homme à abattre. Est-ce que Samuel Eto'o n'est pas l'homme à abattre vu qu'il a fait un toilettage au sein de la fédération, vu qu'il a revu les portefeuilles, vu qu'il a essayé, d'accord, d'équilibrer les choses? Est-ce que c'est parce qu'il est honnête et c'est parce qu'il veut essayer de recadrer les choses qu'il devient l'homme à battre? Parce que les gens qui mangent, les gens qui détournent, n'aiment pas trop les personnes honnêtes. Est-ce que Samuel Eto'o n'est pas un élément gênant, un facteur, je vais dire, destructeur au milieu de ces rapaces? On a vu le travail que Samuel Eto'o a abattu. On a vu de quoi Samuel Eto'o est capable. Mais à l'heure actuelle, j'ai comme l'impression, je le dis entre griffes, j'ai comme l'impression que c'est l'homme à abattre parce qu'il est en train de démasquer et il est en train de réorganiser la Fédération camerounaise de football. Avant, les joueurs locaux n'étaient pas honorés. Les joueurs locaux ont toujours eu ces problèmes de primes, ces problèmes de finances. Et c'est récurrent partout. Mais mon gamin, c'est la même chose. Mais je dis, est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas plonger avec eux qu'il devient l'homme à battre? Oui, Michel, je pense qu'il faut aborder la question, n'est-ce pas, de Samuel Eto'o avec moins d'émotion et beaucoup de lucidité. C'est une question, franchement. Tu le sais, lorsqu'on va atteindre un objectif, il faut soigner autant le fond que la forme. Samuel Eto'o est certainement mu et animé par de très bonnes intentions et la volonté de bien faire. Mais il se trouve que sa personnalité pose problème. Ce n'est pas les actes en tant que tels ou tout au moins la bonne foi de Samuel Eto'o qui est mise en cause. Samuel Eto'o est crédible, il a certainement des projets innovants et novateurs et il s'est fait une idée précise, il sait ce qu'il veut pour le football camerounais et nous avons commencé par voir quelques retombées. Maintenant, Eto'o a toujours été un joueur à la personnalité controversée et difficile. C'était quelqu'un de très talentueux, mais qui était aussi capable de faire des bourdes, des bêtises, comme tous les génies. Alors, pour moi, je l'aurais dit, Samuel Eto'o est animé par de très bonnes intentions, par la volonté de bien faire.
sa compétence et sa crédibilité ne souffrent d'aucun conteste. Maintenant, ce qui pourrait poser problème, et qui pose d'ailleurs problème avec le président Samuel Eto'o, c'est sa personnalité qui est trop marquante. C'est un personnage sanguin. Il a une très forte personnalité et Eto'o devrait laisser les coudées franches, les mains libres à ses collaborateurs afin que chacun essaye de faire ce qu'il devrait faire et qu'il réponde de ses actes. Parce que là, Eto'o est obligé de prendre toutes les flèches en voulant être en même temps président, manager, capitaine, dans sa soif de vouloir faire des bonnes choses et de vouloir hisser le football camerounais au Panthéon. Samuel Eto'o se précipite, Samuel Eto'o bouscule tout le monde, Samuel Eto'o se crée trop d'ennemis et Samuel Eto'o gagnerait à se montrer discret, à se montrer humble, à déléguer le pouvoir. Michel, tu sais, le centralisme, le jacobinisme sacré, n'est-ce pas? Tout homme qui a le pouvoir est tenté d'en abuser. Afin que le pouvoir arrête le pouvoir, le disait Jean-Jacques Rousseau, il faut des contre-pouvoirs, Michel. Il faut des contre-pouvoirs. Alors, le fait que Samuel... Excusez-moi, monsieur le consultant, j'ai suivi la récente sortie. Monsieur le Dieu, c'est pas grave si vous ne pouvez pas intervenir parce que votre page est restreinte. C'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu avoir votre avis, mais c'est pas grave. Au moins, vous êtes là, vous êtes présent, vous nous regardez, c'est pas grave. Si quelqu'un veut donner son point de vue par rapport à cette situation, il n'y a pas de problème, je vous prendrai rapidement. Oui. Moi, j'ai suivi une sortie de Samuel Eto'o qui a balayé du revers de la main tous les faits qui lui sont reprochés. Il a dit qu'il n'a jamais influencé ni de près ni de loin une quelconque décision. Il n'a même jamais, comment dirais-je, dépassé la ligne rouge. Je vais dire, il ne s'est jamais géré. Oui, Michel, nous avons des témoignages des acteurs, des joueurs qui sont dans la tanière, qui reconnaissent avoir subi des choses, avoir vu et vécu des choses. On va te parler par exemple des Lions, André Onana. Regarde André Onana, qui va être hyper compétitif à Manchester United, mais lorsqu'il se retrouve dans la tanière des Lions, il n'arrive pas à jouer. Est-ce qu'il va pas, il ne faut pas peut-être aussi voir le contexte et l'environnement? Il y a des vidéos du président de la Fédération camerounaise de football s'adressant aux joueurs de manière très peu cavalière, rentrant dans les vestiaires, leur parlant avec beaucoup d'aplomb et de condescendance. Nous ne disons pas que le président Samuel Eto'o ne devrait pas faire des remontrances aux joueurs. Samuel Eto'o devrait agir par personne interposée. S'il a un message à faire passer aux Lions, qu'il laisse le sélectionneur, le coach, l'entraîneur, le staff technique, il leur donne des consignes et ils font le travail. Mais le fait que Samuel Eto'o se retrouve tout le temps nez à nez, face à face avec les joueurs, en train de leur parler, pour nous, ce n'est pas trop sa place. Il doit garder sa place de président. Il initie des projets, il anime l'équipe, il donne des orientations. Il y a beaucoup de choses qui sont reprochées à Eto'o. Sont-elles vraies ou fausses? Je n'en sais rien. Notamment l'opacité sur les contrats avec le sponsor officiel des Lions Indomptables, notamment la marque que portent les Lions. Il n'y a aucune transparence. Pourtant, il a promis au niveau des autres sponsors, les OneXBet et tout. Les gens reprochent à Samuel Eto'o, par exemple, qu'on s'attendait à ce qu'il ramène des grands équipementiers tels Nike, Puma et le reste, mais il a plutôt ramené un équipementier inconnu et dont le contrat reste flou. Nous ne maîtrisons ni les tenants ni les aboutissants. Et parmi les reproches à Samuel Eto'o, c'est cette très forte personnalité où il ne laisse de place à personne. Il reste la seule véritable star de l'équipe. Et d'où donc des conflits avec des joueurs comme, je ne le sais pas, André Onana, qui eux aussi sont des grosses stars, des conflits avec des joueurs ayant un nom, une réputation et une renommée. Je le redis, Samuel Eto'o fait un travail remarquable et appréciable sur le plan administratif et financier. Et je pense qu'il doit se cantonner dans ce rôle, essayer de se faire discret, humble et laisser les autres faire leur travail. Que le sélectionneur fasse son travail, que l'entraîneur fasse son travail
et que lui, Samuel Eto'o, maintenant, dirige la FECAFOOT, manage la FECAFOOT, essaye de monter des projets pour attirer les investisseurs et de donner une orientation administrative à la fédération. À mon avis, si Samuel Eto'o le fait, il rentrera dans l'histoire comme manager du football camerounais et inscrira son nom en lettres d'or. Mais malheureusement, s'il continue à se mêler de tout, à intervenir dans tout, à parler de tout, oui, on peut l'entendre que Eto'o rejette tout en bloc, Michel. Mais toi et moi, nous connaissons sa personnalité. Même lorsqu'il jouait, Eto'o n'était pas facile à gérer. Il était pétri de talent, l'un des plus grands joueurs de toute l'histoire de l'humanité. Mais Eto'o a toujours été quelqu'un d'un peu indiscipliné, d'un peu chambreur, d'un peu boudeur et quelqu'un d'un peu arrogant et insolent. On lui connaît ces traits de caractère-là. Maintenant, oui, il faut reconnaître qu'il y a de l'acharnement. Oui, il faut reconnaître qu'il y a une espèce de règlement de compte et même, à la limite, il est victime de son succès parce que le Cameroun, comme tu le sais, Michel, c'est un pays difficile à gérer. C'est un continent. Et pour diriger le Cameroun, on appelle le continent. Voilà. D'ailleurs, le chef de l'État a reconnu cette formule dont la jeunesse camerounaise a le secret, le continent. Alors, diriger le Cameroun ou le football au Cameroun est plus qu'une religion. Alors, il faut beaucoup de finesse, de subtilité, d'humilité et de discrétion. Parce que dès lors que ça ne marche pas, c'est toi le fusible. Donc, Eto'o devrait utiliser des fusibles. Au lieu de s'exposer, d'être en première ligne, il doit laisser l'entraîneur porter la responsabilité. Et si ça ne marche pas, que lui, Eto'o, ne soit pas le fusible qui va disjoncter. Parce qu'il s'expose trop. Il se met en première ligne. Eto'o doit rester en retrait et discret et jouer un rôle administratif. Voilà ce que moi je puis dire à ce sujet. Quelqu'un dit, Samuel Eto'o a un seul problème, c'est sa passion pour le Cameroun, plus que les présidents des clubs, ces esclavagistes qui profitaient des joueurs le moment. Alors, je vais répondre à cet internaute. Dans une certaine mesure, il a raison, mais la passion n'est pas une qualité. La passion, il faut toujours contrôler sa passion. La passion n'est pas une qualité. La passion relève, n'est-ce pas, de l'instinct, de l'émotion. Eto'o ne doit pas être passionné. Eto'o doit plutôt être un dirigeant lucide, serein, intelligent et sage. Il ne doit pas être passionné parce que la passion n'est pas une qualité. Alors, le message est passé. C'est le message de notre consultant maison. Il a pu analyser, il a essayé de nous faire comprendre un certain nombre de choses ce soir, de quoi Samuel Eto'o est-il réellement reproché et quelles sont ses propositions? Parce qu'il faut reconnaître aussi que notre consultant maison est force de proposition. Alors, moi, en ce qui me concerne, je dirais effectivement que pour ma part, ce n'est pas une solution que M. Samuel Eto'o rende l'Eto'o, qui rende sa veste de président. Parce que de toutes les façons, M. Samuel Eto'o, vous êtes victime de votre personnalité, de votre succès. J'ai vu plusieurs vidéos où parfois, M. Samuel Eto'o veut rester discret, mais qu'on est allé le chercher à plusieurs reprises, où il a essayé d'éviter, mais il y a toujours des personnes qui vont le chercher, qui vont le solliciter, et malheureusement, il finit par fléchir. Monsieur Samuel Eto'o, le plus important, d'accord, c'est de rester, comme on dit, à la place qu'il faut, garder votre veste de président, oui, respecter, comme on dit souvent, votre couloir, et essayer de décentraliser afin que chacun, et c'est pour vous protéger aussi, afin que chacun réponde de ses actes, que chacun assume ses responsabilités et que s'il y a un quoi, qu'on ne reverse pas tout sur vous, mais que chacun vienne faire le bilan effectivement de son mandat, de son poste, que chacun vienne répondre et rendre compte au peuple camerounais. Je pense que c'est à peu près le message que veut vous faire passer le consultant commissaire Zogo ce soir. Mais par contre,
en amont, je dirais que ce n'est pas la solution que le président Samuel Eto'o part parce que le président a pas déjà un travail en interne. Il y a eu un toilettage, il a remis, je vais dire, il a relevé la fédération et il est allé plus loin en honorant les joueurs locaux. Il vante les mérites des joueurs, il reconnaît leurs valeurs. Alors, pire encore, l'équipe nationale, la formation camerounaise est en phase de reconstruction. La reconstruction, ce n'est pas sur une année, ce n'est pas sur 2 ans. La reconstruction, elle est progressive. D'où, pour moi, monsieur le consultant, je lève l'équivoque aussi que le sélectionneur Rigobert sort de la tanière, qu'il parte aussi, parce que ce monsieur est déjà en train d'abattre un travail, il est en train de mettre sur pied l'ossature même de l'équipe nationale camerounaise. Est-ce que c'est le moment de le faire partir en se disant que le prochain sélectionneur va arriver et ça va être un recommencement éternel? Est-ce que c'est parce que le sélectionneur Rigobert soit parti que les choses vont s'arranger? Est-ce que c'est pour ce faire que le Cameroun va remporter la Coupe d'Afrique? Vous allez me dire peut-être que en nous référant à ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, que c'est possible. Mais en aval, je veux aussi vous dire qu'il serait mieux aussi de laisser le soin à M. Rigobert d'achever, de parachever son œuvre, de terminer ce qu'il a commencé. L'équipe est en phase de reconstruction. L'équipe est en train de connaître ce qu'on appelle une progression. Est-ce que c'est le moment de demander à Maguire de partir? À mon avis, je pense que la jurisprudence en matière de football montre que les entraîneurs et les sélectionneurs sont jugés au résultat. Oui, voilà. Et le Cameroun a été éliminé précocement dans la dernière Coupe du Monde. Et véritablement, lorsqu'on regarde cette Coupe d'Afrique des Nations, les résultats sont mitigés. Le Cameroun qui va jubiler d'avoir gagné un match face à la Gambie, véritablement, ça n'honore pas le Cameroun qui est une très grande nation de foot. Nous pensons, à mon humble avis, je n'ai pas la science infuse, M. Rigobert a atteint ses limites et majoritairement, les Camerounais réclament son départ. Alors, qu'il soit performant ou pas, M. Rigobert, à mon humble avis, devrait tirer les leçons de tout ça et remettre le tablier parce que la loi du foot veut aussi que lorsque ça ne marche pas, que ce soit le sélectionneur, le coach ou l'entraîneur qui paye le prix fort. Nous avons remarqué que la plupart des pays, comme le Cameroun, qui ont été éliminés, leurs sélectionneurs ont démissionné. C'est tout simplement une conséquence logique, n'est-ce pas, de la contre-performance de l'équipe nationale. Parce que si Rigobertson continue à se maintenir et que les Lions accumulent de mauvais résultats, ça finira par avoir des répercussions sur Samuel Eto'o qui, à court ou à long terme, risque d'être obligé d'être démis de ses fonctions. Alors, nous voulons de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football parce qu'il a des projets, il a initié de très belles choses, il faut lui laisser le temps, mais on accuse lorsqu'on regarde Rigobertson a atteint ses limites, il ne peut plus rien apporter. Les 3/4 des Camerounais sont unanimes, Michel. Les 3/4 des Camerounais sont unanimes, sans règlement de compte que le capitaine Rigobertson, devenu coach sélectionneur, n'a pas pu donner les résultats escomptés. Et en matière de football, lorsqu'il n'y a pas de résultats, il faut tirer soi-même les leçons en démissionnant. C'est la loi du foot, c'est ce qu'il y a de plus simple. Regarde cette Coupe d'Afrique, tu vas me rappeler combien d'entraîneurs sont partis, qu'on pouvait aussi garder, que l'équipe est en phase de reconstruction, il faut le maintenir. Belmadi a démissionné, Belmadi a offert à l'Algérie une Coupe d'Afrique des Nations et une Coupe arabe des Nations. Il a des résultats, mais par contre, le fait que l'Algérie ait été éliminée à la phase des poules lors des 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, la nature a horreur de ce qu'on appelle tout ce qui est statique. À un moment, il faut innover, Michel. Il faut aussi changer. Il faut une bouffée d'air et d'oxygène. Peut-être du sang neuf. Quelqu'un qui pourrait venir avec un nouvel esprit. Nous avons vu les éléphants de Côte d'Ivoire, Michel.
c'est toujours la même équipe qui s'est fait étrier et bastonner par la Guinée équatoriale. 4-0 avec son entraîneur et sélectionneur. Dès lors qu'on a changé de coach, de sélectionneur, la Côte d'Ivoire a montré un nouveau visage avec la même équipe, le même effectif, les mêmes joueurs. Ça veut dire qu'à un moment, il y a aussi la personnalité qui compte, il y a l'aura, il y a la chance. Il faut tester quelqu'un d'autre et voir aussi ce que ça donne parce que avec Rigobert Song, Michel, je le répète, je n'ai rien après lui. Les résultats ne suivent pas. Les résultats sont mitigés. Le bilan du sélectionneur Rigobert Song n'est pas bon, il n'est pas reluisant. Et pour moi, le contrat de Rigobert Song ne devrait pas être renouvelé à la fin de ce mois, puisqu'il arrive à échéance à la fin de ce mois. Et les rumeurs et les sources les plus dignes de foi annoncent un départ de Rigobert Song. C'est d'ailleurs, ce n'est plus une hypothèse, c'est presque une certitude que Rigobert Song partira. Alors, le dernier mot reviendra au président Samuel Eto'o, mais par contre, lorsqu'on écoute le message, le discours du chef de l'État, le 10 février, le chef de l'État parle d'un problème d'organisation, de fonctionnement de l'équipe, des choses qui ne marchent pas, qu'il va falloir corriger. C'est le président du Cameroun qui parle, qu'il va falloir corriger tout ça afin de permettre aux Lions de repartir sur une nouvelle dynamique. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir corriger, Michel? Qu'est-ce qu'il va falloir corriger? Qu'est-ce qui est pointé du doigt? Ce sont les méthodes, le management du sélectionneur Rigobert Song. Dès lors que le président Biya, qui est un homme très réservé, un homme qui ne se mêle pas, qui respecte la compétence, pose le problème sur la table, moi je pense que les jours de Rigobert Song sont comptés. Et même Samuel Eto'o est presque menacé. Il sera obligé de sacrifier Rigobert Song. Malheureusement, s'il s'entête, je pense qu'il finira par y laisser des plumes lui-même. Voilà, et ben, j'ai une toute dernière question. Quelqu'un dit, les politiques sont responsables de l'échec. Monsieur Benet de Mongassina, excusez-moi, Benet de Mongassina dit que les politiques sont responsables de l'échec. Ils sont toujours là à imposer les gens pour combattre Samuel Eto'o. Alors, il s'avère que Samuel Eto'o est très combattu, tout simplement parce que les gens veulent parvenir à leur fin. Il s'avère que Jérémy Djitap est l'adversaire potentiel de Samuel Eto'o. D'après des rumeurs, il s'avère que c'est Jérémy Djitap qu'on veut mettre à la tête de la fédération. Alors, Michel, de admettons même que ce soit le cas, où est le problème qui est la concurrence? La concurrence, n'est-ce pas, stimule la compétition et la compétence. Lorsque tu te sens menacé, tu dois donner le meilleur de toi-même. Jérémy Djitap est un Camerounais et la Fédération camerounaise de football, les statuts permettent à n'importe quel Camerounais de postuler. Samuel Eto'o a un mandat qui sera mis en jeu, sauf si la Fédération camerounaise de football est devenue un royaume et une monarchie où il n'y a point de succession. Si il faut parler de succession, c'est par voie héréditaire. Non, la Fédération camerounaise de football, Jérémy Djitap, est tout à fait dans son droit de pouvoir proposer un projet et de concurrencer Samuel Eto'o. C'est donc à Samuel Eto'o d'être performant, d'être convaincant et de faire le job et le boulot. Merci beaucoup, chers consultants. Nous avons fait le tour, voilà, de la Côte d'Ivoire au Cameroun. On a fait des analyses, le bilan, etc. Chers followers, chers internautes, nous arrivons au terme et à la fin de ce concept, la minute de la CAN. Un concept qui a été initié uniquement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Merci d'avoir soutenu ce concept. Si notre consultant maison a un dernier mot, avant qu'on ne se dise au revoir, nous allons lui laisser la parole. Oui, j'ai un dernier mot, je te suggère, Michel. C'était la surprise de la fin. Tu sais très bien que les prochains Jeux olympiques auront lieu ici en France où toi et moi nous vivons. Exactement. Je pense que nous ferons un très bon duo. Nous irons couvrir ensemble certains événements de ces prochains Jeux olympiques organisés à Paris, je crois, en 2024. Et je souhaite
que tu mettes sur pied le même concept afin que je reste probablement, si tu le souhaites, ton consultant et que là, ça se passe plutôt sur le terrain en train de couvrir les performances des sportifs africains qui prendront part à ces Jeux olympiques. Et j'ose croire qu'il y aura des Gabonais et des Camerounais. Bien sûr. Nous irons sur le terrain, voir des matchs, couvrir des compétitions et nous serons en direct. Et à toi de voir. C'est la surprise que je te réservais. Waouh! Alors là, qui commence bien finit bien. Comme on le dit souvent, quand vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Voilà une surprise qui vient de se faire en direct, en présence de tous les internautes. Monsieur le commissaire Zogo vient de me faire cette surprise. Il vient de me tendre la main pour aller couvrir en direct cet événement important, historique. Les Jeux olympiques, ce n'est pas donné à n'importe qui. Merci encore. Je l'accepte vraiment. Vraiment, je suis plein d'émotions, je n'ai pas de mots, mais je dis vraiment, commissaire Zogo, merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites pour continuer de vous soutenir dans mes projets. Merci infiniment. J'accepte volontiers cette proposition. Nous allons donc mettre sur pied un autre concept spécialement pour les Jeux olympiques, mais cette fois-ci sur le terrain. Merci encore, commissaire. Waouh, quelle surprise. Merci. Alors, j'ai du mal à reprendre le souffle hein, parce que je ne m'attendais pas à cette surprise. Le commissaire Zogo, c'est une belle surprise. J'ai le souffle coupé. J'attendais la dernière émission pour te faire cette surprise parce que les JO seront ici chez nous en France et bientôt, hein, au mois de juillet. Bah, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas de mots. Nous serons ensemble pour couvrir des matchs, de l'athlétisme, des sports collectifs, des pays africains et autres. Là, ça sera en direct, comme d'autres l'ont fait à Abidjan. Nous serons en direct sur Paris, en train de couvrir les Jeux olympiques. Vraiment. Merci infiniment. Merci pour tout. Chers internautes, chers followers, je ne serai pas longue. Si ce n'est que vous dire merci d'avoir soutenu ce concept. Merci de nous avoir accompagnés. Merci au commissaire Zogo qui n'a ménagé aucun effort à propulser ce concept, à le rendre intéressant. Il a contribué à sa manière, il a porté la pierre à l'édifice. Et je lui dis sincèrement merci. C'est la fin de ce concept. Merci à cette surprise qui me laisse sans voix. Je ne peux que dire merci et rendre grâce au Dieu Tout-Puissant. C'est ensemble que nous irons plus loin. Et c'est grâce à vous qu'un jour, peut-être, on ne sait jamais, que je pourrai décrocher peut-être le prix Nobel, peut-être de cette journaliste web, journaliste des réseaux sociaux qui essaie à sa manière de vanter le mérite, de représenter valablement la corporation africaine. Merci encore. Bonne soirée à tout le monde. Et je vous dis encore à bientôt pour un nouveau concept et aussi pour votre émission L'heure juste de vérité parce qu'on a des dossiers chauds de la toile qui arrivent. Excellente soirée à vous. Au revoir et merci encore au commissaire Zogo pour cette grande surprise. Bonne soirée et bye bye.